Donc on va reprendre sur la conférence. Donc toujours sur donc l'ufologie en miroir avec la mythologie. Alors on parlait tout à l'heure du mimétisme social. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que suivant en fait les pays, les phénomènes en fait agissent de différentes façons. Donc en fonction soit du pays, soit de la culture, soit du métier, soit de la psychologie du témoin. C'est là où on peut dire quelque chose de jungien. Il y a quelque chose qui touche l'archétype. Et quand on touche l'archétype, on touche ce côté de l'inconscient collectif. Donc c'est là où on peut se dire il y a des parallèles à faire. Alors, par exemple, il y a ce parallèle à faire. Il y a plusieurs cas. Il y a un cas, par exemple, c'est le 23 mars 1966 à Temple, Oklahoma, où c'est un ingénieur civil de l'US Air Force qui se trouve en face d'un ovni. Mais celui-ci, l'UFO, enfin le pilote, est habillé avec une casquette et il est persuadé que c'est un mécanicien de l'armée. Donc il est totalement en accord avec son métier. Donc c'est là où je parle du mimétisme social ou du mimétisme des légendes. Alors, par exemple, il y a le sauteré. Donc c'est un lutin des Vosges. Donc là, je vais le montrer à l'écran. Voici le sauteré. Donc ça, c'est un cas donc, du 4 juin 1970 à Villers, qui se trouve dans le Doubs. Et donc ce sont des enfants qui voient ce petit être, ils lui courent après. Et il se trouve que, justement, eh bien, ça fait appel à la légende des sauterets des Vosges. Et souvent, ils sont représentés avec une houppelande rouge et une sorte de sacoche noire, ou inversement, avec une sorte de bonnet. Donc c'est là que c'est intéressant du côté mimétique, puisque ensuite, dans cette légende-là, parce qu'il y a aussi, par exemple, les cas du même style, à Arc-sous-Cisson, donc il se trouve... il se trouve que c'est en 1967 où c'est trois petits êtres du même style qui sont poursuivis encore par des sortes d'enfants. Et fait curieux, dans les légendes des Vosges, le sauteré, en fait, quand on le surprend dans les fermes, eh bien la grange brûle. Parce qu'on sait très bien que quand on dérange les fées, ou qu'on dérange les lutins, ou qu'on les embête, eh bien ils se vengent. Et il se trouve que justement, dans ce cas de Arc-sous-Cisson, eh bien, la grange a brûlé en 1967, peu de temps après, justement, le phénomène. Alors là, par exemple, il y a le cas aussi je reviens tout à l'heure sur le cas de Marius de Wild, où il a vu ces êtres-là, donc sur la voie ferrée, et en plus, ça a été enquêté par la DST, donc il y avait des traces au sol, on voyait bien que le phénomène donc, a bien eu lieu, puisque le terrain a été vraiment marqué en fait, par le phénomène. Et ce qui est très étonnant, c'est que là, pour une fois, il y aurait un objet qui aurait été retrouvé par le témoin Marius de Wild. Et cet objet, en fait, il l'a caché. Alors, pour une fois qu'il y a quelque chose où on pourrait avoir une preuve, il l'a caché, il a été interrogé par la DST, il a été soumis même à des examens psychiatriques, donc il a été vraiment presque malmené et il n'a jamais révélé en fait où se trouvait cet objet. Donc il y a peut-être quelque chose. C'est Jimmy Dieu en fait qui avait fait l'enquête donc sur ce cas. Il y a des cas donc en miroir, hein, notamment ce cas de Rose Lindsay où
où Jean-Pierre Montel, qui est ici présent dans la salle, a enquêté, à des personnes qui ont enquêté sur ce cas. Donc un cas d'OVNI intéressant, puisque pareil, la personne a vu un phénomène qui agit d'une façon assez absurde, et où en fait l'ufonaute ou le pilote en question lui dit qu'il vient d'un endroit, donc pour elle, il y a quelque chose d'assez mystérieux et mythique. On développera peut-être plus tard. Donc il y a pas mal de cas dans ce style-là. Il y a un cas aussi assez bizarre qui, pareil, est en mimétisme avec la situation du moment. Alors là, c'est carrément à Otoko, donc en 1968 en Bolivie. Et là, il se trouve que l'ufonaute a un crochet de boucher, il a justement, donc c'est un dessin d'Henri Zorcher, il a au-dessus de la tête une sorte de symbole qui rappellera en fait les Atiskas, et puis la situation du moment, la situation culturelle du moment, la situation de guerre, un peu comme les fusées 46 qui sont mimétisées avec l'état de peur du témoin. Et là, en fait, ce phénomène-là, des bottes, on est tout à fait dans de la dictature de Bolivie de l'époque. Donc il y a pas mal de choses sur des cas. Donc pareil, toute cette vague en fait de 1897, toute cette vague de 1954. Là, on va montrer aussi le livre de Pierre Viroudi, donc qui est quelqu'un qui a été des fois un peu ostracisé par l'ufologie, parce que justement, il était un des rares à aborder ce cas du fait que le phénomène, en fait, n'est pas forcément tous les boulons, il y a autre chose, et donc il a des fois été un peu rejeté par la communauté ufologique, parce que déjà dans les années 70, le phénomène, c'était juste, 60, 70, c'est déjà au tout départ, n'était pas pris en compte les RR3, c'est-à-dire les traces au sol, pas les traces au sol, les RR3, le fait que le témoin ait des ufonautes ou dans son champ de vision était mal vu, et après ça a été un peu plus accepté, et c'est devenu après une sorte de norme. Là, on va présenter aussi le livre de Jean Sider, La Grande Mystification. Donc là, c'était aussi par rapport au polymorphisme du phénomène OVNI. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de livres intéressants à développer, puisque ces phénomènes ne sont pas forcément abordés dans l'ufologie traditionnelle. Alors, donc on va aborder aussi d'autres cas. Donc il y a tous ces mimétismes, comme on parlait de trains, d'avions, de dirigeables. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est par rapport à l'affaire Valensole. Donc le 1er juillet 65, par M. Maurice, eh bien il se trouve que au début des années 60, on envisageait que le plateau de Valensole, on y mette en fait des silos de missiles nucléaires. Et il se trouve que le phénomène, on le voit souvent lié justement au nucléaire. Sauf que là, finalement, en fait, à la place de Valensole, on a mis le plateau d'Albion. Alors Albion, bien sûr, il y a des choses étranges qui se passent, parce que c'est quelque chose de mythique au niveau d'Albion. Et là, c'est comme si le phénomène, en fait, servait à l'avance, qu'il y avait quelque chose d'un danger, ou ça précède un danger, et le phénomène est là. Parce que le cas OVNI de M. Mas est un cas d'école dans l'ufologie, et il y a aussi le fait que l'OVNI en fait semble creuser quelque chose dans le sol. Alors est-ce qu'il creuse quelque chose au niveau justement d'une recherche? Alors quelle est la recherche? Ce serait peut-être justement des minerais ou quelque chose, et pourquoi on veut implanter à cet endroit-là, justement dans le sol, quelque chose lié au nucléaire? Donc il y a peut-être un rapport
où le phénomène semble précéder un danger. Alors on retrouve la même chose dans les cas de Mothman de Pointe-Plaisante en 1966, où en fait le Mothman en fait va se présenter juste avant une catastrophe, comme le pont de Pointe-Plaisante, donc en 66. Et aussi, il y a d'autres cas, on voit les Mothman, il est réapparu récemment en 2017 à Chicago. Donc ces cas de Mothman, c'est des sortes on va dire de bêtes ailées, dont a parlé beaucoup Jacques Vallée à l'époque, l'homme mythe. Et donc ce Mothman en fait aura été envoyé, ce serait une malédiction en fait des Indiens pour se venger des Blancs qui les ont conquis, et ont envoyé en fait ces Mothman ou ces êtres d'un ailleurs, pour en quelque sorte les punir. Et il y a des cas de Mothman qui sont apparus par exemple juste avant l'effondrement d'une mine à Freiburg, et la mine en fait s'est effondrée juste après avoir vu cet être-là. Donc voilà, il y a des questions à se poser, par exemple par rapport au cas de Valensole, où ce thème du nucléaire n'est pas tellement abordé, puisque c'est pas quelque chose d'assez connu que le fait qu'il y avait du nucléaire à cet endroit-là ou sur ce plateau, puisque ça a été remplacé par un plateau d'Albion. Voilà. Pour ce qui concerne le mimétisme, il y a des cas comme par exemple un ancien légionnaire qui se trouve donc à Santous, dans les Hautes-Pyrénées, et qui se trouve en face de deux ufologues qui sont habillés pareil en kaki, avec des sacs à dos, et donc il y a un ovni à côté, toujours pareil en mimétisme. Donc il y a toujours ces choses-là qui reviennent. Et je parlais tout à l'heure de Philippe Guillemant, il y a le travail de Jocelyn Morrison, qui s'appelle par exemple l'ultime convergence, qui montre qu'en fait il y a une hyperphysique dans le phénomène ovni. Il y a le fait que le phénomène est protéiforme. Proté, donc c'était le dieu grec en fait qui se moquait des hommes, qui se travestissait, qui se changeait de forme, qui était protéiforme, donc d'où proté, et qui se moque en fait en quelque sorte des témoins. Philippe Guillemant explique qu'en fait le futur n'existe pas en fait d'une manière intégralement déterminée. Donc est-ce que le phénomène ovni utilise en quelque sorte une arborescence des possibles? Est-ce que d'où le fait qu'il y ait beaucoup de synchronicité, d'où le fait que le phénomène semble être toujours là quand le témoin se trouve. Toujours ça paraît par hasard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de cas en panne, à part le cas de Roswell, et là c'est autre chose. Mais il y a cette on va dire, double causalité. Michel Picard disait « La magie des ovnis n'est rien d'autre que l'éruption d'une hyperphysique dans notre espace-temps. » Ou encore « Le comportement magique des ovnis n'est que l'expression d'une science très avancée qui se traduit par l'émission du futur dans notre environnement. » Donc là, on comprend qu'on rejoint finalement une sorte de réalisme magique de Powell et Bergier, du Matin des magiciens. On rejoint un phénomène qui agit sur les témoins, sur le temps, sur l'espace, et aussi il agit sur la nature. Alors je m'explique, cette histoire d'effet dose. Je vais présenter ici un cas. Alors, il s'agit du cas du robot noir. Alors, je vais le présenter ici. Voilà. Je trouve. Bon, ce robot noir, en fait, est un parallélépipède qui est apparu donc, à Saint-Jean-du-Gard. Et donc c'est le 9 août 1972, Madame X en fait voit au loin une sorte de phénomène ovni qui ressemble justement à une Isetta. Donc on est encore dans cette fameuse Isetta des années 70 qui apparaissait
souvent dans justement l'automobile. Et là, en fait, elle croit avoir une état, mais un peu lumineuse. Et ce qui se passe, c'est que cette Madame X entend des pas bizarres derrière elle. Et elle voit une forme de parallélépipède noir, avec juste, on va dire, 2 ronds blancs à la place des yeux. Et surtout, ce qui transparaît, c'est que la nature paraît comme morte, comme figée par cette chose. Le phénomène, en fait, rend mort tout ce qui l'entoure, et elle a une peur, on va dire, indescriptible, une peur panique, et elle est complètement pétrifiée. Donc là encore, il y a cette idée d'effet dose, et donc l'effet dose qui met le témoin dans un univers où le phénomène semble maîtriser tout, de A à Z, du témoin, du temps, parce qu'il y a des cas aussi où le phénomène apparaît sur des endroits, des routes qui sont très fréquentées, et tout d'un coup le témoin ne voit plus de voiture, ne voit plus rien, et il se trouve qu'il voit ce phénomène ovni, et il ne voit rien autour, il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il n'y a plus d'activité, et il est dans un état second. Et il se rend compte après, quand le phénomène est fini, que tout revient un peu comme avant. Donc il y a ces cas-là, en fait, d'effet, on va dire, du phénomène sur la nature, sur une hyperphysique. Donc c'est vraiment un rêve éveillé, comme disait Pierre Guérin tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est un miroir, en fait. Donc il y a une phase, ce qu'on appelle la phase de collecte, hein, qui revient tout le temps, la phase de collecte, donc dans les années 50, où en fait le phénomène cueille des minéraux, cueille des laitues, cueille des choses qui paraissent communes, ce qui serait normal pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur et qui vient collecter. Sauf qu'en fait là c'est juste une apparence. Voilà. Y a un cas par exemple, le 21 juin 1953, il se trouve en Italie où justement il y a cette phase de collecte, sauf que là ce sont des mineurs qui voient justement des ufonautes qui ont l'air d'être habillés en mineurs et qui font des prélèvements de minéraux. Donc toujours en accord avec soit le lieu du témoin, soit la psychologie du témoin, ou encore le phénomène inconscient. C'est-à-dire qu'il peut très bien penser à quelque chose à ce moment-là, il est angoissé par quelque chose, et finalement le phénomène se traduit de cette façon-là, ou en miroite à son état du moment. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Il y a beaucoup de cas qui montrent en fait que le phénomène se joue vraiment de nous, et nous manipule. C'est ce que Jacques Vallée dit, c'est une sorte de système de contrôle. Une sorte de système de contrôle qui tendrait à penser que le phénomène agit non seulement sur le temps, sur l'espace, sur l'inconscient, sur le métier, et aussi parfois des objets volants se présentent de façon, comment dire, ils se présentent de façon à d'autres objets en fait se trouvent au même endroit de la même teneur, c'est-à-dire qu'en fait il y a parfois un dirigeable qui lui ressemble ou un avion qui lui ressemble, et le phénomène semble copier ou précéder l'objet en question. Voilà. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Parce qu'il y a quand même l'idée d'absurdité, il y a une idée que le phénomène semble complètement maîtriser, on va dire, les témoins, et maîtriser, vient-il du futur, vient-il d'un passé, est-ce que le futur et le passé existent, est-ce que ce n'est pas encore quelque chose d'humain, mais il y a tant de questions à se poser, on ne pourra pas répondre à tout, bien sûr. Et voilà, donc c'est un peu
la conclusion, c'est que est-ce que le phénomène a toujours été là, semble-t-il, a toujours été là, mais il semblerait que la mythologie, donc le phénomène agit de façon réitérante depuis des siècles, et il serait temps peut-être de se poser la question en ufologie, ce qui peut aborder, de se poser une question d'un inconscient collectif, dont Jung parlait dans un mythe moderne. Voilà, donc je voulais savoir s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui voudraient intervenir. Tout d'abord, merci pour ce long exposé très riche et dense. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me faire signe. Raconter vos expériences ou réagir sur la conférence. Peut-être Jean-Pierre Montel veut poser une question. Oui, es-tu un extraterrestre? Ah, d'Aldebaran, peut-être. Non, question non. Je trouve ton intervention très dense. Merci beaucoup. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as toute la matière de livre, vraiment. C'est du charnu. Peut-être nous donner quelques précisions sur ces formidables expériences de la fin du 19e siècle. De 1897. Ouais. Je trouve moi particulièrement fascinantes, puisqu'elles sont avant que le phénomène OVNI soit officiellement connu. Oui, cette période-là est fascinante parce que le phénomène en fait copie quelque chose qui n'a pas encore existé vraiment. Puisqu'il commence en 1897, et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il agit en miroir, parce que les pilotes en fait ont l'air de farmers, ont l'air chevelus, ont l'air barbus, et ce qui ne se retrouve absolument pas après, au début du siècle, puisque après coup, en fait, il y a plus ce phénomène des petits gris. Après, il y a le phénomène des grands blonds qui apparaissent, mais est-ce que ce n'est pas encore une mythologie liée à Adamski, bien que les témoins, justement, avaient en tête des noms babyloniens ou des noms de... Voilà. Mais oui, en ce qui concerne cette vague de 1897, elle m'a passionné parce que déjà, elle est mal connue, elle a été peu enquêtée. Il y a peu de personnes, à part Jacques Vallée et Maison Shore, qui ont parlé de ces cas. Il y a quand même une centaine de cas. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une grande mise en scène? Est-ce que ces dirigeables ne sont pas des sortes d'hologrammes pour un événement massif, par exemple, comme la vague de septembre 54? Est-ce que ce n'est pas un scénario pour nous montrer quelque chose, et en fait il s'agit d'autre chose, parce que tout le temps, à chaque fois que le témoin se trouve en face de ces phénomènes-là, il est dans un effet d'eau. Souvent, il a un missing time, il lui arrive quelque chose, il ne se rappelle plus. Donc, voilà, c'est assez intéressant là-dessus. Ce serait très très long à développer. On pourra en faire un livre sur